partir de 2012-2013, du coup, arrive l'émergence des réseaux sociaux, etc., avec les premiers créateurs de contenu. D'abord, beaucoup vont faire du FIFA, avant de progressivement traiter de plus en plus de foot de manière générale. On pense à toi, Willou, qui a suivi un peu ce chemin. Tu as fait un petit peu de FIFA également. Hein. On a retrouvé des vieilles vidéos de toi dans l'appart. Aïe, aïe. D'ailleurs, je regardais tes tutos à l'époque. Bon, je suis toujours aussi nul, mais je regardais les tutos. Bon, bah, ils ont pas bien marché. Ça a mieux fonctionné quand tu as commencé à parler de la CDM. Il me semble. En tout cas, il y avait toi, Willou, mais je pense également à des personnes comme Bruce, Pfut, même Braque à sa manière, etc. Ils ont été FIFA. La connexion. Je viens de FIFA aussi à la base. Voilà, Kanto également. La connexion était juste. Enfin, la passerelle était. Ouais. Tu fais du FIFA, tu parles de foot, tu vois. Ouais, bien sûr, je pense parce que l'univers et l'écosystème YouTube, il est très très connecté à celui des jeux vidéo. Enfin, t'as fait toute une émission là-dessus. De ouf. Donc je t'apprends rien. Mais c'est ça qui rendait la passerelle assez facile à franchir. C'est que parler de jeux vidéo sur YouTube, ça c'est le premier pas plus naturel. À l'époque où j'ai commencé à faire ça, je crois pas qu'il y avait grand monde qui parlait de foot. Directement. De Ouais. foot, tu vois. Donc ouais. Bon, t'avais, par exemple, t'avais les débriefs de match de Momoini, peut-être quelques trucs. De à Bengus. droite, à Mais tu gauche. sais que moi, c'est quelque chose qui m'a choqué quand je me suis lancé sur YouTube, c'est de me dire, mais comment ça se fait qu'un sport aussi populaire que le foot, on trouve rien en termes de vulgarisation football. On a des Mais parce que les gens ne sont pas capables de le faire. Sur YouTube. Comment? Parce que les gens ne sont pas capables de le faire. Les gens ne sont pas capables d'avoir un angle suffisamment Twitter, t'as intéressant. l'impression que t'as 15 millions Mais d'experts. oui, mais derrière, ouais, mais Alex, tu sais que Twitter c'est la facilité. Tu tweets, t'es caché, personne voit ta gueule. Non, mais sans parler des commentaires non. faciles, Non, même mais t'as des mecs qui vont y a- faire y a des de threads tout. super quali et tout, tu vois, donc tu dis, Oui, mais c'est les- étonnant. c'est des threads, c'est de l'écrit. Aujourd'hui, pour faire une vidéo intéressante, premièrement, il faut arriver à trouver un sujet intéressant. Il faut arriver à avoir une manière de parler intéressante. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, moi, quand j'en ai déjà parlé, et quand on avait invité Willou dans Hors-jeu, j'avais dit que moi, c'était sa manière de parler qui arrivait à me bercer, parce qu'il a une élocution. Et Alexandre Ruiz nous avait dit que lui-même avait un coach qui lui apprenait à parler et qui travaillait énormément son élocution. Et donc voilà, il Les faut intros trouver... de retour. Voilà, mais il faut trouver un sujet, il faut avoir un débit de parole, il faut être intéressant, il faut avoir un vocabulaire varié, il faut avoir des qualités pour monter une vidéo et la rendre intéressante. Il faut avoir beaucoup de choses aujourd'hui pour réussir sur YouTube. Parler de foot, tout le monde en est capable. Parler de foot correctement, c'est difficile. Et surtout, donner envie aux gens de te regarder parler de foot, c'est encore plus difficile. Et c'est là regarder où... au lieu de regarder l'after, au lieu de Mais bien regarder sûr. l'équipe du Mais soir, bien au sûr. lieu de regarder C'est pour l'offre ça. qu'il y a déjà. C'est pour ça, toi, tu vois, c'est pareil, t'es présentable. Quand tu fais tes émissions, on sent qu'il y a une connaissance, on sent qu'il y a un amour, il y a une passion autour du foot. Donc forcément, merci. t'as envie de te laisser bercer. Willou, c'est pareil. Et Zach, quand on parle de foot dans Hors-jeu, c'est pareil. C'est pour ça que les débats, parfois, débordent un petit peu parce qu'on a la passion du foot. Mais c'est pas le cas de tout le monde. J'ai déjà frappé après une émission. Ouais. Non, c'est pas violent. C'est moi, J'aurais peut-être pas ce soir-là. J'ai vu le cocard. Non, parce qu'en parallèle, en plus, derrière, il y a des personnes, et c'est ce que j'avais noté, il y a des émissions qui commencent à arriver et qui, elles, traitent directement de foot. Bah, je t'avais noté toi, j'avais noté Talk My Football, le Club des 5, hors-jeu, mais hors-jeu qui se fait avec, du coup, des gens qui ont fait du FIFA avant, mais il y avait les réservistes et tout, bien d'autres, plein de petits plateaux, plein de petits trucs Twitter, plein de petits trucs, plein d'initiatives, comptes de foot et autres, qui se sont dit, des mecs qui sont venus, ok, on va parler football directement. Et malgré une des difficultés qu'a relevé le chat, notamment le fait d'avoir des images quand tu veux parler football directement, sans images, ou alors avec des images tronquées, ou alors des montages que tu dois retoquer pour essayer de contourner un bot de plus en plus militaire, hein. Ça devient un peu compliqué. C'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui a réduit l'offre en 2015, en 2016 et tout. Mais ce qui est assez cool, c'est qu'avec tout ça, donc les personnes qui ont fait du FIFA plus du foot, puis ceux qui ont fait du foot directement, t'as eu des personnes qui sont suivies, qui ont été écoutées, considérées, dont les extraits font constamment le tour des réseaux. On pense très souvent, on l'a tous vu, je pense à l'extrait de Walid à Cherchour, de Elton Mokolo, de Hors-jeu, de toi Willou, quand un extrait d'une vidéo que t'as pu dire, toi aussi Alex, ça, plein de monde en ont déjà vu sur les réseaux, dans les stories Insta, sur des pages Facebook, c'est relayé à la mort, et ça permet du coup à des moments d'être très suivi, sans avoir la plateforme que des journalistes classiques peuvent avoir à la télé ou ailleurs. Du coup, vous pensez quoi un petit peu cette évolution qui a permis à des particuliers, ou alors à des personnes dont on n'aurait peut-être pas pensé qu'elles avaient la compétence, ou alors qui sortent du circuit classique, de pouvoir maintenant avoir une voix foot, mais encore mieux, une voix foot qui compte? Ouais. Vas-y, je t'en prie, parce que Non. t'es quand même un spécialiste de ça. Tellement pas, mais un acteur pour sûr. C'est juste que c'est une bonne chose, mec. Genre plus de gens qui peuvent s'exprimer. Je pense que si t'as des tris
si les personnes font leur tri et s'il y a des manières de trier algorithmiquement ou autres qui permettent de séparer ce qui est quali de ce qui est moins quali, comme tu as évoqué, c'est tout un métier, etc. Mec, trop bien, je pense qu'il n'y a personne là dans l'audience qui va te dire qu'il s'y retrouve moins aujourd'hui qu'avant. Il y a plus d'offres et les acteurs existants sont encore là. Après, je pense que tu peux trouver plein de dérives, ça peut contribuer à un discours un peu trop orienté réseaux sociaux, etc. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une transformation positive pour le paysage médiatico-footballistique. Pour sûr, aujourd'hui, on est plus orienté jeu, on est plus orienté sur les choses qui comptent, on parle plus de culture foot. Je pense que le discours a gagné en qualité sur les dernières années. Ouais. Puis je pense que ça a un impact sur le foot. Je pense que ça a un impact concret sur le foot. Je prends le premier exemple qui me vient en tête, c'est l'ouverture sur les coachs étrangers en Ligue 1. Mais c'est tellement un combat Internet. On l'a tellement milité sur Internet pour voir des coachs différents, pour qu'on se ferme, pour que la Ligue 1 arrête de se fermer. Domenech va t'appeler, hein, parce que Domenech va t'appeler. Hein. Ouais, fais attention. On l'embrasse. Mais et je suis alors je dis pas que c'est uniquement grâce à ça et grâce au Twitto ou grâce à des influenceurs foot, mais je pense que ça a beaucoup aidé en fait à faire évoluer les mentalités et surtout à orienter le débat public à peut-être. Orienter un petit peu le débat et à faire prendre conscience aux acteurs du football. Je parle vraiment là des présidents de clubs ou même des entraîneurs. Regardez par exemple l'évolution du discours de Christophe Galtier, ça n'a rien à voir. Tu prends Christophe Galtier, même encore au tout début à Lille, je parle même pas à Saint-Etienne, où il était extrêmement critiqué. Ne serait-ce que son discours au tout début à Lille et son discours sur sa dernière saison à Lille et aujourd'hui, où là il parle beaucoup plus de plaisir, où il explique beaucoup plus qu'il s'inspire de théories de coach étranger et tout ça. Il y a une vraie évolution et je pense que ça a été en partie amené grâce à ça, grâce à cette voie supplémentaire dans le foot. Il s'est inspiré de plein de théories, mais il joue toujours la transition. C'est... ça bouge pas. Je vanne, bouge pas. C'est pas très bien, c'est clair. Il envoie toujours Nicolas Pepe en 2018, il l'a envoyé au charbon. Là maintenant c'est Joe David, ça n'a pas changé. Ça a au moins affecté le discours, pour sûr. Bien sûr, oui, j'en rigolais. Mais c'est très intéressant. Il y en a un qui a dit à une époque où les gens doutent des médias football actuels, des petits indés, ça a rafraîchi l'information sur le foot. Ça rafraîchit et ça diversifie. C'est-à-dire que déjà la manière de consommer du foot par rapport à avant, où je parlais notamment de télétexte ou des quelques matchs qui étaient diffusés. Aujourd'hui, tu peux consommer du foot si t'es dans le train, si t'es dans le métro. Tu peux consommer du foot en écoutant la radio. Tu peux consommer du foot à n'importe quel moment. Paf, tu te mets une petite vidéo et tu peux consommer du foot. Et surtout, tu peux consommer le foot que tu veux et que tu désires. C'est-à-dire qu'on t'impose pas une émission télévisée où il va y avoir des sujets globaux qui vont être les mêmes sur quasiment toutes les émissions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as envie de regarder une vidéo sur du foot contemporain, tu peux. Tu as envie de regarder une vidéo sur du foot ancienne génération, comme il fait par exemple Alex, où il va parler des Canaries, de Fabri, d'Arocha, Moldovan, etc. Tu peux. Tu as envie de regarder une vidéo sur une science tactique footballistique, tu peux regarder Willou, ou tu as envie d'apprendre l'histoire du Catenaccio. Moi, j'avais regardé la vidéo du Catenaccio. Tu peux aussi. Ce que je veux te dire, c'est que aujourd'hui, YouTube, Twitch va te permettre de pouvoir suivre le football, mais pas de manière globale, pas de manière stéréotypée, pas sur des sujets chauds dont tout le monde parle, mais simplement tu peux arriver à avoir une cible définie pour travailler ton football sur ce que tu veux. Finalement, est-ce que tu veux apprendre du football parce que le football, moi je pense qu'il y a le football naturel où tu vas comprendre le jeu, et il y a le football qui s'apprend aussi par rapport à des sciences tactiques. Si elle est tactique, si on t'explique pas pourquoi tel joueur va se déplacer de telle manière ou de telle manière, forcément tu ne peux pas toujours le comprendre. Donc voilà, c'est pour ça que sur YouTube, tu peux arriver à trouver des vidéos où tu vas avoir une notion de plaisir, ou simplement tu vas visionner, divertissement. Voilà, du plaisir, divertissement, tu vas regarder la vidéo, tu vas te poser, chill, en train de manger, tu vas te régaler. Et tu peux trouver des vidéos d'apprentissage où tu vas apprendre réellement des choses sur l'histoire du football, sur la physionomie du jeu, sur comment on entraîne, sur comment on peut apprendre la psychologie dans le sport, dans le foot. Voilà, tu peux trouver vraiment de tout et de rien. Et pour moi, ça, c'est précieux, c'est essentiel. Je pense que comme dans beaucoup d'écosystèmes, le fait que des niches naissent, tu vois, tu parles de jeux, d'histoire, peut-être de tel club, le fait que des niches naissent, ça favorise la possibilité d'aller en profondeur. Aujourd'hui, on est effectivement dans un écosystème où il y a peut-être 50 niches différentes. Le mec va parler du FC Nantes, le mec va parler de tel club, le mec va parler de l'histoire du foot à tel moment. Le mec casse des télés, FC Géopolitiques par exemple. Truc. Exactement, un super exemple. Et bah ensuite, là, tu as des vecteurs pour aller en profondeur dans les choses et tu vas gratter beaucoup plus loin qu'à une époque où le foot, si c'est juste téléfoot
ou juste ce que fait une chaîne, ça va être tout le temps généraliste, jamais expert ou spécialiste. Moi, récemment, là, juste comme ça, et ça, c'est les vidéos que je consomme personnellement, parce que je suis un grand friand de YouTube et même du contenu foot. Genre, je regarde tes vidéos, je regarde même tes vidéos, je regarde vraiment beaucoup de vidéos, je kiffe ça. Et là, j'avais regardé, pour faire le parallèle avec ce que tu dis, quand tu allies un peu les deux, entre du côté un peu plus tactique, pour entendre des choses, tu sais, à des moments, j'écoute Elias, j'écoute des fois le Club des 5, on va en reparler d'eux, il n'y a pas de souci, je t'écoute également Willou, où vous allez parler des fois de trucs vraiment très intéressants, un petit peu pointus, où on peut des fois confronter des visions, mais vous avez parlé des fois de rythme, vous avez parlé des fois de hauteur de ligne défensive, tu vois, bon, vas-y, c'est intéressant là, on réfléchit un petit peu, on discute, on confronte ce qu'on a vu, ou alors, juste des fois, des trucs un peu plus historiques. Là, la dernière fois, je mangeais, j'ai écouté la vidéo, vous allez me ressortir un youtubeur, je crois, je sais pas si c'était compte de foot, mais je crois pas. Mais c'est lui qui a raconté l'histoire de Parme. Parme qui est, peut-être vous l'avez pas vu, mais qui en gros est venu de D4 à D1, puis de D1 à D4. C'est Valfoot, voilà. Et il l'a fait en 2 épisodes. Mamma mia, frère. Exceptionnel. Genre, je me suis régalé. Un documentaire Netflix, le truc. J'ai acheté un maillot de Parme après, c'est pas vrai. Mais vraiment, la vidéo était. Ouais, Valfoot. Valfoot, dédicace à toi, le frère. Et c'était exceptionnel. Genre, ça, c'est du contenu où quand tu ressors, t'es là, tu dis, ça, mon pote, c'était quali, tu vois. Ça fait un truc. Bah ouais, et en plus, si je peux me permettre, histoire même de pousser un petit peu le truc, l'avantage de ces indépendants dont on parle, qui se calent sur des niches et qui vont parler, et ben ils vont à des moments faire des, ils ont pas les mêmes prérogatives qu'une chaîne de télé, que des journalistes, que des bails. C'est leur chaîne. Donc du coup, ils ont une liberté totale de ton, donc ils peuvent apporter des sujets. Voilà. Donc ils peuvent aborder des sujets où s'ils étaient allés à la télé, ouais, je peux parler de Parme, D4, D1, D1, D4. Bah là, écoute, on est à la télé, dans l'émission, t'as 3 minutes 20. C'est bon, on a un sujet Neymar de prévu. Et surtout, si t'as des histoires de corruption ou des trucs comme ça au milieu, tu peux pas trop en Puis fais parler à la attention, télé. on a 40 minutes de PSG derrière, donc faut... Ouais, exactement. Tu vois, ça limite un peu le truc, alors qu'en Ouais, réalité, c'est sur leur chaîne YouTube, ils peuvent arriver, proposer des formats, envoyer, et le fait que toi, Alex, qui a parlé à la télé, qui est journaliste chez RMC Sport, mais que tu dises également que c'est un truc qui est très cool, que sur ta chaîne, tu peux arriver, tu peux pas faire les plus grands traîtres de première ligue ou des trucs comme ça. Et t'as plus celle-là. Je l'ai bien aimé, mec, franchement. Ça me fait J'ai plaisir. bien aimé, bah, Ça me c'est fait très grave plaisir. gratifiant, tu vois. Ça me fait grave plaisir. Non, mais c'est vrai. Mais moi, en plus, j'ai un peu j'ai pas un parcours habituel. C'est vrai que généralement, le parcours, on va dire classique, c'est plutôt je vais sur les réseaux dans l'espoir de me faire connaître, de me faire remarquer et peut-être d'aller choper un poste dans une rédac ou quoi. Alors que moi, j'étais déjà à RMC depuis assez longtemps, très satisfait tout ça. Mais bon, déjà, je suis un énorme consommateur comme toi de vidéos YouTube. Moi, je franchement, depuis 2010, je crois. Mais vraiment, j'ai la télé, je fais OK, c'est très bien pour les matchs et pour la console. Mais sinon, je regarde quasiment pas. Et je regarde quasiment que du YouTube. J'ai même pris l'abonnement YouTube Premium. Parce que j'en ai marre des pubs, j'en peux plus. Donc j'ai pris l'abonnement YouTube Premium. C'est vrai qu'à force de marteler les pubs, ils vont me convaincre aussi. Hein. Ouais. Un Yankee, il est là. Moi, YouTube, en fait, je me suis toujours dit, ce format, il me plaît trop, faut que je le fasse un jour, en fait. Mais d'abord, je voulais réussir, parce que j'avais fait les études pour devenir journaliste par la voie classique, tu vois. Donc je voulais faire mon petit truc, une chose à la fois, tu vois. Ouais. Je fais mon truc, et une fois que j'étais posé, tranquille, et je me suis dit, OK, là, j'ai à peu près le temps, je peux me permettre de me lancer dans un nouveau projet. Et il y avait pas 36 solutions, c'était YouTube. Même le live, à la base, j'y pensais pas du tout. C'est mes abonnés qui m'ont dit, pourquoi tu fais pas des lives et tout, machin. Bah, logique. Twitch commençait un petit peu à émerger, donc je me suis dit, bon, bah ouais, allez, pourquoi pas. Mais de base, moi, c'était vraiment le format YouTube, le format, OK, où t'es là, tu fais de la vulgarisation, et tu prends un sujet et toi, tu vas, comme tu l'as dit, apporter une analyse, essayer de la vulgariser, essayer d'intéresser des gens à un truc pointu en le rendant le plus accessible possible. Ouais. Moi, les meilleurs compliments pour moi, c'est quand j'ai des mecs qui me disent, j'aime pas spécialement le foot, mais j'aime bien regarder tes vidéos. Mais alors là, c'est ce qui me fait le plus kiffer. Je préfère ça plutôt qu'un mec qui me dise, bon, évidemment, ça me fait plaisir. C'est un mec ultra pointu aussi, mais me dire qu'un mec qui regarde peut-être, tu sais, ces mecs qui vont te dire, oh, le foot, j'aime pas trop, Ouais. je regarde la Coupe du Monde, tu vois, et que ce mec-là, il me dise, putain, j'ai kiffé ta vidéo, ça me fait trop plaisir. Mais c'est trop cool parce que toi, tu viens des médias traditionnels et après, t'as fait du coup du YouTube. Ouais. Mais à l'inverse, on voit aussi beaucoup d'acteurs internet, du coup, qui en se créant une plateforme, une légitimité, un public, une voix et une voix qui compte, qui, du coup, font des connexions avec ces médias traditionnels. On a vu Bruce et Braque qui ont été
sur beIN Sport et qui ont même commenté un match de Ligue 1, on s'en rappelle. Ouais, Nice. Ouais, exactement. Je crois que c'était un PSG Nice de fin de saison. Ouais, PSG Nice et après ils ont refait pareil pour l'Euro, il me semble, début d'Euro, ils ont commenté un match de l'Euro. Donc voilà, très stylé. Ouais, c'est vrai. Toi, Alex, tu viens de ces mêmes médias. Il y a Walid Acherchour qui a rejoint l'After. Walid Acherchour, il aurait jamais rejoint l'After sans ses réseaux sociaux, sans le Club des 5, sans les extraits qui ont tourné de lui encore et encore et encore. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi perso, je l'aime beaucoup. J'aurais kiffé que ce soit là ce soir. Malheureusement, il a pas pu parce qu'il est à l'After. Fuck l'After, c'est le mec. Le mec Ça qui dérape. part vraiment en couille. Non, dédicace à Walid Acherchour, dédicace à Elton aussi. J'aurais kiffé qu'il soit là. Malheureusement, il fait ses émissions pour la Des CAN. bons gars. Il y a toi, Willou, qui a d'ailleurs commenté un match de Coupe de France entre l'OL et l'OM en février 2020 avant de travailler avec la télévision belge. Est-ce que pour eux, vous pensez que c'est un moyen d'apporter du sang neuf? Est-ce que pour ces médias, c'est aussi peut-être une manière d'aller chercher un public qu'ils avaient peut-être un peu perdu? Pour sûr. Enfin, pour eux, en tout cas, quand par exemple j'ai fait le truc avec France Télévisions, l'idée c'était clair, c'était d'apporter une nouvelle démographie sur la plateforme, tu vois, genre qu'ils avaient pas trop. Et je pense que ce qui est pas mal avec, si on se place du point de vue des médias traditionnels, ce qui est intéressant avec les nouveaux médias, c'est que tu peux quelque part mesurer ton niveau de risque. Tu sais combien de personnes suivent l'influenceur, l'analyste entre guillemets. Ouais. Tu dis bon, il a une communauté de 400 000 abonnés, ok, ça va me rapporter tant de dizaines de milliers de personnes qui vont regarder le truc, etc. Enfin, à chaque fois que j'ai été contacté, tu sens qu'il y a une réflexion, c'est du business, quoi. Tu vois, c'est une bonne manière de faire grimper C'est de l'image le compteur aussi. de vues sur la chaîne. Et Ça donne une bonne image de dire regardez, on fait confiance à un jeune, un mec Ouais, sur beIN Sport, on votre ramène des génération, jeunes. tout ça, c'est évident. Même si ça te rapportera pas forcément plus en termes d'audience, en termes d'image, c'est ultra positif. Je comprends tout à fait l'intérêt des chaînes. Mais ça, c'est une certitude que oui. Et tout à l'heure, j'en ai parlé à Alex. Je ne vais pas citer de nom ou de chaîne, mais on m'avait contacté il y a pas trop longtemps pour faire une émission sur le tennis. Au final, le retour a été non, Kanto, il a que 15K sur Twitter. Du coup, c'est pas forcément intéressant. Ouais. Alors qu'on m'avait vendu en tant que passionné de tennis, voilà, comme je l'ai dit, moi là tous les jours en ce moment il y a le tennis en Australie, je mets le réveil, donc cette nuit je vais être obligé de faire nuit blanche parce que je suis ici. Normalement je mets le réveil à 23h30, les matchs commencent à minuit et je me couche à 14-15h quand les matchs sont terminés. et je fais ça tous les jours parce qu'aujourd'hui oui j'ai la chance d'avoir un métier où bon en ce moment on est en jeu sur Paris le lundi, après il y a une compétition de jeux vidéo qui va reprendre très bientôt, donc bon j'aurai un petit peu moins de temps. Mais sinon, la majeure partie de mon temps, je la passe à regarder du tennis. Et c'est pour ça que de plus en plus, parler de football, je me sens un petit peu plus gêné qu'avant parce que je consomme beaucoup moins de foot qu'avant. Même si je consomme toujours pas mal de foot, mais je consomme beaucoup plus de tennis. Et tout ça pour te dire que oui, la finalité, c'est qu'aujourd'hui, quand les chaînes viennent te contacter ou les médias viennent te contacter, c'est en fonction du nombre de followers, très souvent, plus que par le contenu que tu vas apporter. Parce que même si tu apportes une expertise, parce que moi, je pense quand même apporter une expertise tennis, outre que ce qu'on voit à la télé, par rapport à des commentateurs qui connaissent même pas les joueurs qui sont en train de commenter. J'en parlais à Alex. Quand j'écoute, moi, sur un média, l'Open d'Australie l'année dernière, où le mec ne savait pas qui était Aslan Karatsev, alors que le mec était en quart de finale, c'était contre Diego Schwartzman, il ne savait pas qui c'était. Là, j'écoute la semaine dernière un commentateur qui dit Roman Safiullin qui a joué l'ATP Cup, je ne sais pas qui c'est. Le mec est 130e mondial. Enfin, si tu suis un peu le tennis, quand même, tu dois le connaître normalement. Au moins deux noms. Et voilà, prépare ton match. au Sinon, moins pire. deux noms. Mais Ou sinon le mec prépare son match, ça peut être une idée. exactement, ça peut servir aussi. C'est vrai que quand tu vas faire une prestation de travail, deux joueurs, tu peux aussi préparer quelque chose. Mais voilà, tout ça pour te dire que l'expertise ne fait pas tout et que parfois il faut avoir aussi le nombre d'abonnés parce que je pense que dans la finalité, c'est ce qui intéresse les chaînes souvent. Ouais. Pas mal, parce que vous pensez, est-ce que tout ça, ça pourrait un peu perturber ce traditionnel circuit qui permettait à des journalistes diplômés, mais pas forcément connus, de publier sur des médias? Est-ce que vous pensez qu'il va être nécessaire maintenant, en quelque sorte, d'avoir peut-être une fanbase pour effectuer ce métier? En partie, je pense qu'effectivement, Ça tu arrivera. regardes l'écosystème au-delà de footballistique, Ouais. en général dans le monde du business, etc. Ça devient de plus en plus important. Je dis pas que ça va être nécessairement le cas, mais ça devient de plus en plus important d'avoir ta fameuse personal brand, genre le personal branding, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que même des journalistes, on va dire, du monde traditionnel, si ils n'ont pas un compte Twitter, tu vois, genre pour au moins, enfin, même ceux que j'ai côtoyés à France Télévisions, par exemple, ils ont leur compte Twitter qui s'alimente, etc. Donc, c'est pas nécessairement devenir un influenceur et genre une tête de figure sur YouTube ou quoi, mais au moins avoir ce volet réseau social et Ça dépend en faire fait croître ta de marque quel type de personnelle, journaliste tu vois. on parle. Si tu parles vraiment d'un journaliste vedette qui va être amené vraiment peut-être à présenter une émission, à être chroniqueur, tout ça, oui, là effectivement, je pense qu'il aura intérêt à avoir un gros compte.
Mais en même temps, si tu le mets sur le devant de la scène, il aura un gros compte par la suite. Donc au pire, c'est pas très grave. Je pense pas que ce soit une nécessité, surtout que journaliste, quand tu rentres dans une rédaction, tu as plein de journalistes qui travaillent dans l'ombre, qui font un travail absolument monumental et qui n'ont pas Twitter et qui n'ont pas Ouais, mais Facebook. ça, c'est aujourd'hui. Si on se pose la question sur demain, tu vois. Si on se pose la question dans 10 ans, à quoi ressemblera le panorama, face à une concurrence de plus en plus accrue de personnes qui auront ces followers qui peuvent mobiliser, peut-être, je sais pas, tu es sans doute mieux placé que moi pour le savoir, vu que tu travailles là-dedans, j'imagine qu'il y aura de plus en plus de personnes qui prennent les décisions de qui on recrute, qui disent ah bah c'est vrai que lui c'est intéressant en plus parce qu'il a 15 000 followers sur Twitter, donc en plus tu vois, il a déjà oui, c'est cette sûr, marque ce sera personnelle. toujours un, Voilà, ce tu sera vois ce que je veux bonus, dire. bien sûr. Ouais, Genre, est-ce que même- ça rend pas le truc un peu même malsain au-delà, tu ou vois. avant dans un circuit, tu sors d'école, bon, t'as tout le, on va dire la réussite que Ouais. ça demande, à savoir l'opportunité, plus le machin et tout. Bah en fait, disons que ce serait malsain si l'acquisition de followers se faisait en dehors de ton mérite ou de ta compétence. Mais alors, il y a plein de contre-exemples, mais ce que je vois, c'est que les personnes qui ont des followers, en général, c'est parce qu'elles produisent du contenu qui donne envie d'être suivi. Bien sûr. Donc, a priori, si elles ont 100 000 followers, c'est pas que c'est des escrocs ou des arnaqueurs, c'est qu'il y a 100 000 personnes qui estiment qu'elles font du travail de qualité. Donc, tu vois, ça devient là aussi une forme de gage de compétence. Hier, peut-être sur ton CV, tu mettais « j'ai fait telle école avec tel cours, tel master ». Bah, peut-être demain, dans 10 ans, le fait d'avoir ce petit badge « j'ai 100 000 followers sur Twitter », c'est aussi parce que tout est une question d'indice. Tu vois, quand tu essayes de lire la compétence de la personne sur genre un entretien ou une courte période, tu essayes juste, enfin, tu cherches les indices. Quoi. Ouais, Est-ce ouais, qu'elle ouais. sera compétente? Bah, ça, c'est un indice en plus qui peut être pas mal, quoi. Tu sais que c'est vraiment pas con. Après, faut juste, je pense, à mon sens, pas l'employer pour la mauvaise chose. En gros, pas attendre à l'analyse tactique d'un compte foot rigolo qui a pris 100 c'est 000 ça, en cas fait. parce qu'il C'est troll, un tu peu ce vois. qu'il disait tout à l'heure, tu vois. Si tu prends juste parce qu'il a un gros compte, c'est nul. Si tu le prends parce qu'il a prouvé quelque chose sur les réseaux sociaux, je pense par exemple à Kevin Vessière du FC Géopolitics, Ouais. qui fait un taf absolument monstrueux, et du coup, il a attiré l'œil de Bean, il a sa chronique là-bas. De RMC Voilà. aussi. Ça, c'est. Je il a été invité, ouais, l'ai entendu sur RMC. plusieurs fois sur Il a été l'after. Ouais. invité. Mais Parler c'est des- trop cool parce que c'est vrai ce que t'as dit. Ça va vraiment devenir vraiment un truc qui. Mais il a prouvé sa valeur, c'est pas juste j'ai un gros compte. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais je pense que ça va être un truc qui va vraiment compter que tu peux limite mettre sur le CV à l'avenir, tu vois, si t'as Bah ouais, vraiment ce genre de bien sûr. contenu, ce genre de bail. Ah, bah, surtout qu'en Même plus, en les dehors- futurs en dehors du recruteurs foot, hein, on se grandissent dirige avec vers ça. cette époque de personal branding, tu le vois. Hein, Tu vois, comme une sorte de preuve, tu vois, une Carrément. époque où des fois tu passes 3 entretiens pour un Je taf, suis où ils te posent- intéressant, j'ai ils 50K. te posent des questions des fois bizarres, histoire de toujours essayer d'aller chercher quelque chose derrière les feuillages. Ah, pour sûr, c'est un atout. C'est à la fois la preuve de ta compétence passée et c'est aussi quelque part une promesse d'apporter quelque chose dans le futur. Donc ouais, je pense que c'est important. Après, voilà.